Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire la review de l'épisode final de la saison 3 de Demon Slayer. Et dans la seconde moitié de la vidéo, on passera en mode théorie comme d'habitude. Exceptionnellement dans cette review, j'analyserai pas chacun des instants de l'épisode, je ferai un retour très global et puis nous nous concentrerons ensuite sur le mode théorie. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Donc un épisode pour le moins intéressant avec des scènes inattendues, surtout en ce qui concerne la fin. Un épisode qui est centré 100% sur le combat ou plutôt la traque de Tanjiro, Genya et Nezuko pour attraper et éliminer le corps original d'Atengu. Tanjiro, qui dû à son précédent combat s'est blessé, va avoir du mal à continuer à poursuivre leur adversaire jusqu'à ce qu'il trouve en lui la force qui lui permettra avec un seul saut de rattraper Atengu grâce au conseil avisé de son ami Zenitsu dont il s'est souvenu. On apprend durant cet instant que selon Zenitsu, le souffle de la foudre requiert de se concentrer surtout sur les jambes et nous fait savoir que maîtriser tous les aspects de son corps ou la force de chacun des muscles, c'est ça la concentration intégrale. C'est donc grâce à ce souvenir que Tanjiro va essayer de ressentir chacune des fibres musculaires et faire circuler l'oxygène dans chaque vaisseau sanguin, lui permettant d'accumuler assez de force dans ses jambes pour, lorsqu'il aura tout relâché, fendre l'air comme un éclair de foudre et atteindre son ennemi. Suite à cela, c'était donc terminé pour le minuscule corps original d'Atengu jusqu'à ce que tout à coup, il grandisse et tente d'étouffer Tanjiro. Grâce à l'intervention de Genya et Nezuko, le jeune Kamado s'en sort et parvient tout de même à planter sa lame dans le cou de son ennemi. Malgré l'attaque de Nezuko et Tanjiro, Atengu va parvenir à agripper Tanjiro et le faire tomber du haut d'une falaise. Comme vous avez pu le voir, à chaque fois que nos amis étaient à deux doigts d'éliminer leur ennemi, ils parvenaient toujours à trouver un moyen pour s'échapper. Quoi qu'il en soit, après ça, Atengu était en mauvaise posture étant donné qu'il avait beaucoup de mal à se régénérer. Il part donc à la poursuite d'humains pour les dévorer et ainsi se ravitailler en énergie. Bien sûr, le jeune Kamado ne le laissera pas faire et tandis que le démon aperçoit des humains au loin, Tanjiro lui va recevoir de la part de Tokito Mushiro le fameux sabre trouvé dans l'automate Yoriichi modèle 0 et va avec ça utiliser la concentration intégrale combinée au souffle du feu pour se jeter à toute vitesse sur Atengu et parvenir enfin à lui trancher la nuque. Après ça, Tanjiro remarque que le jour se lève, sauf que Nezuko est entièrement exposée, ce qui va la réduire en cendres. Lui, il voulait absolument qu'elle fasse demi-tour et elle faisait tout l'inverse jusqu'à ce qu'elle nous fasse comprendre que le combat contre le démon n'était pas terminé. En effet, Tanjiro n'avait pas tranché le bon démon étant donné que sur la langue de la tête tranchée de ce qui était censé être le Atengu original, il était marqué rancœur au lieu de peur, ce qui indique clairement que ce n'est pas le bon démon. Mais bon, dans tous les cas, c'est trop tard, le soleil s'est levé et il a presque entièrement brûlé Nezuko, ce qui oblige Tanjiro à recouvrir sa sœur entièrement avant qu'elle meure définitivement. Étant donné que Tanjiro n'a pas éliminé le bon ennemi, on voit le corps sans tête du démon qui l'a décapité continuer à prendre en chasse les villageois qu'il doit absolument dévorer, et ce malgré le lever du jour. À ce moment-là, Tanjiro fait face à un horrible dilemme, il doit soit choisir entre laisser sa sœur mourir face aux rayons du soleil, ou soit donc abandonner les villageois à leur sort et les laisser se faire dévorer par le démon Atengu pour du coup privilégier le sauvetage de sa sœur. Et pour parer à cette situation dans laquelle est Tanjiro, sa sœur Nezuko tout à coup va le repousser, lui faisant comprendre d'un sourire qu'elle accepte de se sacrifier, tandis que lui va sauver les villageois. Suite à cela, il était clair que c'était la dernière fois qu'on voyait Nezuko, au vu de la gravité de la situation, des flashbacks et bien sûr de l'OST qui indiquait qu'il était temps de se séparer de ce personnage. Tanjiro, ayant parfaitement compris le geste de sa sœur, se lance avec détermination et sans aucune hésitation à l'assaut de l'ennemi, tout en déterminant de façon très précise la position exacte de son véritable adversaire qui se trouve à l'intérieur du corps du démon Rancœur et plus précisément dans son cœur. En une fraction de seconde, il découpe le corps sans tête de Rancœur et fait sortir le véritable Atengu et finit par lui trancher la tête une bonne fois pour toutes. Cela fit donc très logiquement disparaître au passage tous les démons rattachés à lui comme Rancœur et la fusion des 4 émotions Zoakute. Il est maintenant temps pour Tanjiro de pleurer sa sœur, tout comme nous, sauf que miraculeusement, Nezuko est plus vivante que jamais. Elle semble avoir guéri au contact du soleil et pour pas trop s'attarder là-dessus, on y reviendra en mode théorie où là on pourra théoriser et regarder exactement ce qui s'est passé en fonction de ce qu'on nous a donné comme info. Face à cela, Tanjiro est juste sous le choc, mais très heureux de voir sa sœur en vie, tout comme leurs amis. Durant cet épisode et suite au miracle de Nezuko, nous avons aussi eu le droit à la réaction de Kibutsushi Muzan, le chef des démons qui nous dit qu'enfin il a trouvé un démon qui a réussi à survivre aux rayons du soleil. Il nous fait comprendre au passage qu'il était là son but ultime, c'était donc de trouver le moyen de résister aux rayons du soleil, ce que Nezuko est parvenu à faire et ce qui va obligatoirement pousser Muzan à pourchasser Kamado Nezuko afin de la dévorer et lui permettre à lui aussi de résister aux rayons du soleil. Ensuite, nous avons pour la première fois le droit à un flashback concernant la vie humaine de Kibutsushi Muzan, un flashback se déroulant 1000 ans dans le passé, à l'époque Heian. Donc ça aussi on va
le laisser de côté parce qu'on en discutera dans le mode théorie, et d'ailleurs il y a vraiment pas mal de choses à dire là-dessus. Après le flashback de Muzan, on approche de la fin de l'épisode, et l'ensemble des pourfendeurs de l'arc se réunissent, tous heureux de ne déplorer aucune victime dans leur rang. Le cas de Nezuko étant très surprenant, nous avons par la suite un élément qui nous avait été teasé depuis un petit moment. Cela concerne Dame Tamayo, qui est d'ailleurs toujours ravitaillée en sang de lune supérieure et en sang de Nezuko par Tanjiro, qui bien avant ces événements aura teasé une conclusion qui sera confirmée à la fin de leur combat face à Atengu. Pour rappel, elle est une sorte de scientifique qui cherche à percer le secret derrière les démons, ce qui pourrait donc guérir Nezuko. Elle nous apprend qu'un homme transformé en démon par Muzan est parvenu à redevenir lui-même, et ce grâce au sang de Nezuko. Il lui faut tout de même un peu de sang pour survivre car c'est toujours un démon, il a simplement retrouvé ses esprits. Elle ajoute qu'elle a été très surprise par l'évolution du sang de Nezuko, elle nous dit qu'en peu de temps, il a subi de nombreux changements. Elle a aussi beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle Nezuko n'a pas tout à fait repris conscience et est parvenu à l'état mental d'un enfant en bas âge. À cela, sa réponse est que son corps privilégiait en fait une évolution plus importante que le fait de retrouver son intellect. Pour finir, elle nous informe dans son monologue que selon elle, il est fort probable que sous peu, Nezuko sera capable de supporter le soleil. Donc voilà la suite de sa conclusion, Tamayo avait déjà prédit la possibilité que les événements qui se sont produits arriveraient d'après l'évolution du sang de Nezuko. Après qu'Aganezuka assure à Tanjiro qu'il s'occupe bien de restaurer son sabre et de lui remettre dès lors qu'il aurait terminé, le jeune sauveur du village des forgerons de Sabre du Soleil s'en va sous les remerciements et applaudissements très chaleureux et pleins de reconnaissance d'Aganezuka, de Kanamori, de Kotetsu, de Tekshin, le chef du village, et bien sûr des habitants du village. C'est sur ces dernières images que cet épisode 11 s'achève et que donc cette saison 3 se termine par la même occasion. Maintenant qu'on a revu tout ça, on peut passer en mode théorie et on va commencer par le moins important des trois éléments dont on va traiter. Comme vous avez pu le voir durant l'épisode, Kamado Tanjiro va utiliser pour la première fois le fameux sabre de l'homme qu'il a vu dans les souvenirs de ses ancêtres. On se souvient, et d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est que lorsque le jeune Tanjiro prend en main ce mystérieux sabre, on nous montre l'ancien possesseur de ce katana suivi de plusieurs pourfendeurs, que ce soit les anciens ou les nouveaux, avec notamment les piliers. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois qu'on voit le maître de Zenitsu en un peu plus jeune, mais bref, on s'en fout. À travers cette scène, il est clair qu'on cherche à nous faire comprendre qu'il y a encore très certainement quelques secrets autour de ce sabre, et qu'il est donc une sorte de clé dans la compréhension des mystères qui entourent l'œuvre. Le fait de nous montrer tous ces pourfendeurs jusqu'à ce que l'on arrive à Tanjiro pour ensuite le voir se retourner vers nous, prouve à quel point, et en soi c'est assez logique, que Tanjiro sera grâce à tous les sacrifices des précédents pourfendeurs, celui qui anéantira le fléau que sont les démons. Et oui, car comme Mitsuri l'a dit dans ce dernier épisode, Tanjiro est jusque-là la seule personne connue capable de manier ce fameux sabre dont leur espoir à tous réside. Au vu de ces phrases, il est facile d'imaginer l'importance qu'aura Tanjiro dans la suite de l'œuvre, d'autant plus qu'il a déjà participé à l'élimination de deux lunes supérieures, donc Atengu et Gutaro. Maintenant, traitons du cas de Nezuko. Comme vous avez pu le voir, Nezuko s'avère être capable de résister à la lueur du soleil, une situation totalement inattendue pour moi, étant donné qu'elle n'a pas montré sa résistance dès le moment où elle a été touchée par les rayons du soleil. On avait d'ailleurs vu dès les premiers contacts qu'elle subissait des brûlures. Des brûlures qui m'ont totalement trompé, car après j'ai réellement commencé à croire que Nezuko pourrait mourir, sauf que comme on a pu le constater, elle est vivante. Une situation que Dame Tamayo avait envisagée grâce à son étude menée sur le sang de Nezuko. Elle nous dit à ce propos que le sang de la sœur de Tanjiro n'a cessé d'évoluer jusqu'à maintenant, ce qui l'a mené à cette conclusion. Elle nous informe aussi que grâce au sang de Nezuko, l'homme qui avait été transformé en démon par Muzan le jour où Tanjiro avait croisé son chemin est redevenu lui-même. Par contre, il est toujours un démon car elle ajoute qu'il a dorénavant besoin d'une petite quantité de sang pour survivre, mais il a au moins retrouvé ses esprits. Cette information est très importante car elle sous-entend que grâce au sang de Nezuko, une personne devenue démon est capable de retrouver ses esprits. Cependant, je me souviens qu'en ce qui concerne le démon qui est redevenu lui-même, Muzan ne lui avait transmis qu'une très faible quantité de sang, ce qui explique peut-être pourquoi il a guéri. J'imagine que pour les lunes supérieures, cette situation ne sera pas si simple à réaliser. N'empêche que cette caractéristique si particulière que possède Nezuko est un atout majeur pour l'armée des pourfendeurs, car elle leur permettra de mettre en place un sorte d'antidote pour soigner ceux qui sont devenus des démons. De l'autre côté, du côté des démons, Nezuko est un danger sans nom, mais à mon avis pas pour les lunes supérieures, car comme on a pu le voir, le pouvoir de guérison de Nezuko semble guérir seulement ceux qui perdent leur conscience, ce qui ne concerne pas les lunes supérieures qui semblent savoir totalement ce qu'elles font. Pour ce qui est de Kibutsushi Muzan, Nezuko est un démon exceptionnel qui lui permettra de réaliser son rêve qui est d'être capable de résister aux rayons du soleil. Elle est pour lui une simple expérience réussie qui, en la dévorant, conclura un millénaire de recherche sur la résistance au soleil. Au sujet du fait que Nezuko soit désormais en mesure de parler, va nous être expliqué par Dame Tamayo. Elle nous dit que son corps a manifestement privilégié jusqu'à maintenant une évolution plus importante que le fait de retrouver son intellect.
Cela peut éventuellement vouloir dire que l'évolution du sang de Nezuko est terminée, ou du moins a ralenti, laissant place à un développement cérébral lui permettant aujourd'hui de prononcer des mots. Bon, voilà tout pour Nezuko, et maintenant passons à ce qu'on a appris sur Muzan. D'abord, on nous fait savoir qu'il a environ 1000 ans d'existence, on apprend qu'il n'a pas toujours été un démon, tout comme les lunes supérieures, il était à la base humain. On découvre que, contrairement à tous les autres démons qu'on a pu voir jusqu'ici, lui en est devenu un suite à une miction qui devait soigner sa maladie quand il était humain. Donc une miction capable de transformer un humain en un démon surpuissant à la longévité sans pareil, mais qui comporte tout de même un inconvénient insupportable pour Muzan. Suite à l'absorption de cette miction, il s'avère être sensible aux rayons du soleil à tel point qu'il en meurt s'il est touché. C'est donc pour parer à ce gros inconvénient qu'il veut à tout prix être capable de recréer cette miction pour comprendre d'abord pourquoi il est sensible au soleil, pour ensuite régler ce problème. Le souci, c'est qu'il est incapable de reproduire ce mélange même s'il connaît tous les ingrédients nécessaires à la création de la miction. Une situation causée par le fait qu'un des ingrédients, l'amaryllis bleu, est introuvable. La seule personne qui aurait pu l'aider était son médecin, mais il l'a tué car il croyait que cette miction était inutile pour soigner sa maladie. Il lui restait donc plus que deux solutions, soit de mettre la main sur l'amaryllis bleu, soit d'essayer de créer sa propre miction à partir de son sang. Il décide de faire les deux et va pour ce faire créer les démons. En créant d'autres démons à partir de son sang, il va faire d'une pierre deux coups. Les démons créés lui serviront d'homme à la recherche de la mystérieuse amaryllis bleue, et ils serviront aussi d'expérience car en les créant, il se dit qu'il se peut que parmi eux, il y en ait un qui soit capable de résister aux rayons du soleil. Une tactique qui s'avère être payante maintenant qu'il sait qu'un démon exceptionnel existe, il ne reste plus qu'à le dévorer pour obtenir les mêmes pouvoirs. Mais bon, dans toute cette histoire, il reste quand même quelques questions d'une grande importance. Qui était ce médecin? D'où venait-il? Et qu'avait-il en tête? Est-ce qu'il savait qu'après ce remède, entre grosses guillemets, son patient allait se transformer en démon immortel et surpuissant? On peut aussi se demander d'où vient ce médecin, comment s'est-il procuré l'amaryllis bleu, et surtout d'où lui vient ce savoir. On parle quand même d'un médecin capable de rendre une personne immortelle avec une puissance hors du commun, et dont au final personne ne sait rien, pas même Muzan qui a très certainement cherché un maximum d'infos sur lui. En ce qui concerne ce médecin, le fait que Muzan n'a jamais rien trouvé sur lui et surtout sur sa miction peut vouloir dire que ce n'était qu'une solution au stade expérimental et que Muzan Kibutsushi était son cobaye. En soi, c'est la seule explication qui me semble plausible pour comprendre le fait qu'aucune autre personne de l'entourage de ce mystérieux médecin, que ce soit famille, amis ou collègues, n'ait entendu parler de ce qu'il a préparé pour soigner Muzan. Et c'est tout pour ces théories. Voilà encore quelques mystères qui vont alimenter notre hype pour connaître la suite, d'autant plus que la saison 4 a déjà été annoncée officiellement et avec un teaser en plus de ça, ce qui prouve qu'on n'aura pas à attendre longtemps avant d'avoir la suite. N'oubliez pas qu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo concernant la saison 2 de Baki Hanma, et pour ceux qui me suivent que pour mes reviews, on se retrouve à partir du 6 juillet pour Jujutsu Kaisen saison 2. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. Je vous souhaite donc une agréable journée ou soirée, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!